Salut l'équipe, nouvel entretien sur la chaîne First Team aujourd'hui. On enchaîne avec un meneur de jeu connu pour ses défenses tout terrain. C'est pas Thomas Dufan, bon, mais par contre, pas moi, c'est un joueur que tu as connu en très jeune. On est avec Andrew Albici. Comment ça va, Andrew? Bah ça va, et vous? Bah, on est ravis de t'avoir. On a quand même un mec qui a plus de 100 sélections avec nous. 110, un mec 110. plus de 100 sélections, 110 ça Ça marchait. fait 110 de plus que nous. Un mec qui a fait les JO, un mec qui a des médailles, un mec qui a compté, et puis surtout un pote, un vrai pote quoi. Ouais. Ça va Andrew? Bah ça va, hein. Depuis le temps qu'on parle de ça? Ouais. Bah après, j'ai pas eu forcément le temps parce que j'étais à Gran Canaria, mais maintenant je suis sur Paris voir la famille, donc je suis passé vous voir. Andrew, on va revenir évidemment sur cette dernière saison qui a été un peu compliquée en club. C'est une saison aussi où tu as fait ta dernière en bleu. C'est pas rien, on va revenir sur toute ta carrière en bleu et on va aussi évidemment revenir sur toute ta carrière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant ça quand même, je voudrais qu'on revienne sur le fait que tu es la même génération que Thomas, que tu le connais depuis que vous avez quoi, 14 ans? Ouais, même un peu avant. Même avant, parce qu'on faisait sélection Seine-et-Marne, lui était avec Paris, et on jouait l'un contre l'autre. Avec, avec Nour, Chamassi et tout à l'époque. Ouais. Donc ça c'est notre 5e, donc on a 12-13 ans je pense. Ouais, c'était 12 ans, ouais. 17 ans, Moi je dirais 12 ans, ouais. Ouais, je pense que depuis qu'on a 12 ans et un tournoi... le maillot était très moche d'ailleurs, hein, de mémoire. On avait des maillots tout petits, tout moches. Bon, le vôtre était un peu plus beau. Non, faux. C'était jaune... Toi t'avais jaune, moi j'avais un bleu moche. Jaune-bleu avec genre des années 80. Genre ça peut-être il y avait au moins 15 générations. Il n'a pas changé ce maillot pendant 15 ans. Exactement. On a tous eu les mêmes, les gars. Oui, je dois quand même souligner que Andrew m'a battu en demi-finale de ce tournoi d'Île-de-France et t'avais gagné. Ouais. Non, c'était pas l'Île-de-France, c'était zone nord. C'était tournoi du Nord, 100%. Tu crois ça? Non, je suis pas sûr. Hein. Et on gagne l'Essonne, tournoi d'Essonne, et c'était à Franconville. Ça, c'est vrai. Et Andrew était déjà petit, chiant, et il faisait beaucoup d'interceptions. Et c'était aussi le meilleur joueur du tournoi, faut dire la vérité. J'ai fini MVP. Tout à fait. Le premier d'une série. Ouais. J'ai eu quelques potes, moi, anciens potes, qui avaient appelé pour dire j'ai joué avec Aaron, blablabla. Là, je veux profiter de l'occasion. Parle-nous un petit peu de quel joueur était Thomas, pour ceux qui nous regardent. Bah Thomas déjà, je pense qu'il avait le même physique qu'en Benjamin. il était déjà formé, on va dire ça comme on va ça. dire non, pas je dis pas il était grand. Pas, hein. Bah tu es à Paris donc ça. En fait le truc c'est que vu que ton père il est français donc on pouvait pas dire ça. Non, c'est vrai. Non mais il était déjà très grand pour son âge par rapport à moi par exemple. Mais il avait des capacités pour marquer parce qu'il avait un avantage physique incroyable par rapport aux autres. Et après, Minime France, pareil, il était toujours aussi physique par rapport aux autres. Et puis après Cadet, on a joué ensemble, où il a pu grandir, on va dire. Donc on va dire, mais il était déjà quand même assez costaud. Et voilà, mais Thomas, moi je pense qu'il aurait pu faire une carrière pro, mais il est pas tombé peut-être sur la bonne team. Moi je suis convaincu de ça. Et puis on avait déjà parlé de ça, tu vois, par exemple, ils mettaient dans le centre de formation, ils mettent des gens en avant, d'autres un peu moins, et ça peut changer la direction de ta carrière, tu vois, mais j'ai envie de dire c'est la vie, il a réussi à rebondir, voilà, tu vois, donc ce qu'on dit toujours, et après heureusement pour moi parce que ça se peut il aurait pris ma place, tu vois. Donc non, voilà. mais ce qui est vrai c'est que Andrew donc moi j'étais pris dans les sélections au pôle où par exemple Andrew n'a pas été pris et on savait tous qu'Andrew était super fort, on avait tous le même niveau, voilà, au moins le même niveau, on va dire ça comme ça. Et après c'est vrai que la courbe s'est inversée et ce qui est sûr en tout cas c'est que moi j'ai suivi ton parcours pendant toutes ces années. Je me souviens quand tu fais la une de l'équipe, je suis chez mes parents, je pense d'avoir 19-20 ans. En fait, c'est la... Ouais, enfin... en U20. En U20, pas la une de l'équipe, mais t'as une grande page dans l'équipe. En fait, moi je ressens de la fierté pour toi, tu vois. Je suis pas du tout en mode il m'a pris la place ou... peut-être que j'ai raté quelque chose, c'est vrai. Mais en vrai, bon, déjà on est très heureux de ce qu'on fait. Et surtout, moi je ressentais beaucoup de fierté de te voir... continuer à gravir les échelons, d'être pro, d'être en équipe de France, de voir au JO, gros, c'est incroyable. T'aurais quand même pu venir à mon mariage par contre. C'était après pas des... C'est juste une semaine avant le JO et je t'ai dit je suis quand même heureux que tu fasses les JO. Il a dit vas-y viens et tout. J'ai fait gros comment je peux partir et toi les gars, j'ai un mariage.
Je t'embête. Justement, c'est marrant que vous soyez croisés comme ça si jeune, donc on a parlé un petit peu de toi, c'est bien pour les gens qui nous regardent un petit peu d'avoir des fois... C'est un excellent joueur, Erwan, t'as raison. Mais moi je l'ai toujours dit, Thomas, tu sais ce que je pense de toi. L'autre, il me fait passer pour un mec plus physique et tout. Non, mais il est... En fait... C'était moi, j'ai toujours dit, je vais le redire pour ceux qui n'ont pas l'info, moi Thomas, quand je le découvre en National 3, il est jeune, il a 20 ans, mais j'adore jouer avec lui parce qu'il a un QI, il joue juste, il sait où mettre la balle, c'est un meneur rassurant, bon défenseur, qui sait faire plein de choses. Moi, je t'en veux, rien. Tu es mon premier ambassadeur. Mais en fait, comme je disais, Thomas, il est arrivé où moi, on a essayé de me mettre un peu en avant. Il y avait Mathieu Richter qui était le meneur en cadet. Et lui, en fait, il arrive, comment on lui dit, toi, t'es déjà en région. Et après, vu qu'il faisait du bon boulot en région, il vient avec nous, mais il est 3e meneur. Donc, à quel moment il a l'opportunité de montrer un peu plus en match, je parle, qu'il peut jouer à ce niveau-là. Donc, au final, il y a eu que entre guillemets, des barrières, j'ai envie de te dire, qui ont fait que c'est l'histoire des actes. Tu vois, quand on entend l'histoire de Nadir Rifi par exemple, qui aujourd'hui est un fantastique joueur, un des meilleurs attaquants d'Europe, quand il te raconte en KD, il y a en N3 et en N3 les barrières qu'on lui a mis, bon, c'est l'histoire de pas mal de joueurs. J'aimerais qu'on revienne. C'est dommage de pas faire cette interview carrément, on peut changer de place. On s'emmerde là. Je vais mettre à la place d'Andrew, je vais raconter toute ma vie. Un jour, Thomas. Il faudra que tu le fasses avec ce bouquin. Non mais qu'est-ce que tu penses de mon bouquin alors? Je sais que en vrai, ça te va bien. Je sais que t'aimes pas qu'on parle de ton joueur, mais c'est bien que les gens le savent. On s'en fout. Maintenant, j'aimerais bien que toi, que tu as connu Andrew jeune, on connaît la carrière qu'il a faite. Toi, tu savais tout de suite que ça allait devenir un joueur professionnel, un joueur installé même pendant des années en équipe de France? Non, absolument pas, franchement, parce que en fait, quand on était petit, et je pense que c'est un truc qui ressort pour tous les joueurs pros qui deviennent pros, c'est qu'on jouait tous pour s'amuser, on kiffait ce qu'on faisait, on faisait des sélections, de voyager. En fait, c'était que ça le basket. Ça a changé pour Andrew, je pense, quand on a 15 ans et que il y a l'équipe espoir au Paris Basket Racing plutôt. On a pris les habitudes maintenant. Ah non mais c'est terrible, c'est complètement parti au PBR. Donc Christophe Denis était le coach espoir que vous connaissez aussi sur la chaîne. Tu vois, il y avait Kimchi par exemple, pour ne citer que lui, qui est devenu Landry, il y avait Landry, mais en tout cas Kim était le plus connu qui est devenu le plus connu à part toi. Et en fait il y a un switch à un moment donné, je pense, quand on a 15 ans, qu'Andrew est très bon en cas de défense, mais qui commence aussi à être bon en espoir. Et je me souviens d'un gars, tu me dis si je me trompe, qui a aussi forgé un peu ton caractère et ton jeu, c'est Kenny Atkinson. Moi j'ai eu l'impression à un moment donné que je vous vois faire des entraînements, limite je suis un peu jaloux entre guillemets, je vous vois faire des entraînements individuels à une époque où on n'en faisait pas des masses encore, où vous êtes tout terrain à Coubertin et tout, et je me dis en fait là Andrew il est sur la ligne, là, la trajectoire c'est d'être pro. C'est la première fois que je me disais ça en fait. Bah tu vois, genre tu me rappelles un souvenir que j'avais complètement oublié. Parce que moi j'avais plus la vision de genre comme je dis à chaque fois, le train il passe, et en fait j'ai toujours saisi les opportunités. Quand il y avait comment il s'appelle, Barnet qui se fait virer, derrière moi je prends sa place, je rentre dans l'équipe espoir, alors que de base Barnet c'était un joueur qui était donc un petit peu plus âgé que toi, qui était au centre de formation et qui disparaissait par moment. Et qu'on connaît très bien. Et Barnet on l'a joué parce qu'après on l'a recroisé quand il était à Gennevilliers. Il fait 2 joueurs. Il était très fort. Et en fait c'était Mathieu Richter qui était son 2e meneur. Et en fait vu qu'il faisait des disparitions comme ça, et ils l'ont viré. Et moi je suis arrivé 2e meneur en espoir. Et après Mathieu il se blesse, il se fait les croisés, je crois, en plus, cette année-là. Et là, il y a plus de meneur. Et je crois aussi, toi, tu rentres un peu en espoir. C'est Nour qui rentre en espoir à ce moment-là. C'est Nour ? Ouais. Ok, je me souviens même pas de ça. Et là, je joue des 30 minutes en espoir et je suis le seul 90 à jouer en... Donc, au final, l'équipe de France U16, ils m'appellent. En plus, nous, on faisait des matchs contre les cadets de l'INSEP. Donc, ça fait qu'on avait un peu plus de visibilité. Donc, en fait, tout s'aligne pour moi pour qu'au final j'arrive à m'exprimer, puis après à moi de saisir la chance, mais c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mais toi, quand tu rentres en centre d'information jeune, que t'es en cadet, qu'il y a déjà des mondes devant toi, c'est quoi ton rêve? Je suis déter de fou parce qu'en fait ça a commencé un peu avant. Les 2 premières années en minime, je suis pas pris au pôle et moi j'avais un seum légendaire. J'étais un tir. J'avais un seum parce qu'en fait pour moi c'était pas légitime. Pourquoi? C'est vrai. Parce que première année à la limite, ok, parce que il y avait. On était 3 ou 4 hein, première année, c'est important. On était que 3 avec les mecs qui étaient en avance. Physique et tout, mais physiquement, ouais. Mais après sur la première année, allez, pas grand chose à dire parce que ok, je peux comprendre. Mais la 2e année, tu peux me dire ce que tu veux, incompréhensible.
Donc moi j'ai pris ça comme motivation et en vrai c'est mon carburant. J'ai toujours avancé comme ça. Ah, vous pensez ça, d'accord. Et je prouve. Et en fait j'ai toujours utilisé ça comme ok. Au pôle, ils m'ont pas pris. Et après, derrière, pour te dire, ils m'appellent pour faire les phases finales à Tempe-sur-Lot. Donc, c'était illogique. Et je suis dans le 5 majeur, en plus. Et je peux même dire maintenant, avec le recul, donc je suis meneur titulaire de cette équipe. Andrew, il revient. Donc, Andrew, c'est un meneur point. Donc, je suis décalé en 2. Moi, personnellement, ça m'a flingué mon tournoi, par exemple. Non, mais ça m'a flingué. Je me rappelle pas. Je sais que nous, on perd en finale et tout. Attends, on perd en finale. On a une belle équipe. On est meilleur avec toi en meneur. C'est même pas la question. C'est juste que moi, personnellement, qui ai joué meneur et je suis fait tous les trucs de zone, franchement, je suis super bon. En fait, je suis décalé et je me souviens toujours les coachs, dont Eric Gofflick, qu'on a croisé souvent, il disait mais en fait t'as pas fait le tournoi que t'aurais dû faire. Je fais mais les gars, en fait on est trop jeunes, il y a pas assez de certitude dans nos jeux les uns les autres pour être déplacés. Bien sûr. Enfin, je dis ça maintenant avec mon regard d'adulte, bien sûr. On les brouillons en minime, tu sais, t'as le côté, c'est que du feeling en fait. T'arrives, tu fais des trucs, on te dit des systèmes. Je sais même pas si on avait des systèmes à l'époque. C'est que du feeling, donc voilà. Mais que cette frustration, il m'a fait que j'ai avancé en fait quand je suis arrivé en centre de formation et en plus je crois quand je faisais les tours de centre de formation je suis parti voir un match du PBR et c'était John Linehan et moi dans ma tête je me suis dit regarde comment il est petit, regarde comment il défend, c'est une dinguerie ce qu'il fait, il faut que tu sois comme lui. Dans ma tête c'était ça et en plus derrière en cadet Samir il me disait regarde lui là il faut prendre son exemple, regarde comment il fait, il faut que tu sois comme lui si tu veux réussir en pro. Et donc moi dans ma tête c'était clic, j'étais détaillé. Donc tu savais à ce moment-là franchement, enfin, dans ton esprit tu disais je vais être pro. Je veux être pro. Ouais. Après dire que je vais être pro, compliqué. Mais dans ma tête c'est moi c'est tout ce que je veux. Mais tu vois, t'as raison. Donc tu dis que tu t'es nourri un petit peu de certaines frustrations. Il y a aussi, tu parles de planète qui s'aligne quand Paris descend en Pro B à l'époque. Quelque part, toi, tu fais partie. Moi, je me souviens, je suis à Nantes, je viens voir un match de l'Hermine de Nantes et je te vois là, t'es tout petit. Tu viens de jouer, tu as joué 8 minutes dans le match, tu vois, t'es backup. T'es bien gentil quand tu dis 8 minutes. Je suis gentil, mais t'es backup, mais t'es là, tu fais tu découvres le monde pro un peu. Ouais, parce qu'en fait, je fais une grosse année espoir où je finis dans le 5 espoir et je suis que 3e année cadet. Non. Il est dernier U18. Ouais, on dit ça maintenant. Ouais, maintenant c'est ça. En fait, ça a trop changé. Derrière, il est voilà. Et dans la continuité, on veut me signer en pro. Et moi, il y a même pas à réfléchir. Pour moi, c'était logique de rester à Paris et d'être pro là-bas. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un modèle parfait, Jimal Ball. Et j'étais son backup. Et on avait fait une très belle équipe pour remonter en Pro A. Et on fait une saison incroyable. Et moi, j'ai tellement appris en jouant très peu, mais je travaillais, j'étais déter et je regardais, j'étais très observateur de ce que Jimal Ball faisait. Raconte-nous ta relation avec lui. Alors, Jimal Ball, c'est un vrai gars du championnat de France, Erwan. Alors maintenant, pour moi, c'est une légende. Pour moi, c'est une légende. Ouais, tout à fait. Moi, je continue à Brest quand il était à Rouen, coaché par Jean-Denis Choulet. Belle usine à gaz. Même à Vichy quand il était. Ouais, exceptionnel. L'année d'avant, je crois, il fait 16 points de moyenne et il vient jouer en Pro B. Donc dans notre tête on dit mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois, et il nous a apporté sac à dos, il nous a ramené jusqu'au titre, tu vois, et non, Jimal c'était trop un bon gars en plus, toi, genre nous on était 3 jeunes, il y avait Namori, Lensa Boudou, Namori Meite, Lensa Boudou et moi, et une fois par mois on devait choisir un resto et c'est lui qui payait tout. Il nous emmenait au resto, il est entre nous 4. Et un vrai vétéran. Un vrai vétéran. Quoi. Dis-moi que tu l'as fait aussi avec des jeunes, ça. Bah non, parce que les jeunes sont plus les mêmes. Il a rupture avec la nouvelle génération. Bah c'est pas du tout la même chose. Ouais. Genre eux, tu vas leur dire va porter mon sac ou quoi, ils commencent à déjà chialer, limite aller voir l'agent pour lui dire que bref. Ce serait un autre volet de non, mais voilà, c'est intéressant, moi j'aime bien savoir ça. C'est une autre mentalité. Nous par exemple, quand je me rappelle ma première année, je devais par limite mettre tous les sacs dans le bus. Et ça, tu vas dire à un jeune maintenant de faire ça. Lui, dans sa tête, il est avec nous, il est pro, donc il n'y a pas à faire des trucs de rookie, entre guillemets, tu vois. Mais c'est une mentalité différente.
les époques changent et il faut s'adapter, c'est tout. C'était intéressant de revenir sur ton début de carrière, ton tout début, puisque donc grâce à Thomas, on a pu avoir un peu ton parcours des minimes. On va faire un grand saut sur la dernière news quand même en date, c'est que tu es de retour en France. Ouais. Après 10 ans, 9 ans, 9 saisons en Espagne, avec un petit détour du côté de Saint-Pétersbourg en Russie. Je dirais 10, on y reviendra, ça fait 2016. Tu es de retour dans le championnat de France, au CSP Limoges. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Comme vous l'avez vu, la saison avec Gran Canaria, c'est très mal fini. Vous descendez, hein? On descend. Et moi, on va dire, ma vie était quand même à Gran Canaria. J'ai ma maison, ma femme vient de là-bas, mes enfants sont nés aussi là-bas. Donc, c'est vraiment un endroit très spécial pour moi. Et j'avais aussi ce côté un peu revanchard où voilà, je voulais remettre Gran Canaria à sa place. Donc moi, j'avais vraiment envie de rester. Maintenant, le président et le GM, ils ont démissionné. Donc ça fait que le temps qu'ils mettent tout en place, ça a pris énormément de temps cet été. Et moi, maintenant, j'ai une famille, je peux pas attendre et je peux pas... Et j'avais zéro garantie qu'ils voulaient me garder aussi. Donc Limoges s'est manifesté et a montré un bon intérêt. Ils ont fait en sorte que tout ce que je voulais soit là. Donc ils m'ont présenté le projet et puis je dis pourquoi pas. T'as pas trop réfléchi? J'ai réfléchi quand même un peu, mais oui, c'était quand même le plan A parce que j'avais pas non plus beaucoup d'équipes qui sont manifesté pour moi, donc j'ai pris et comme ma mère me dit à chaque fois, va où les gens te désirent, c'est vraiment important, parce que tu peux avoir entre guillemets des contacts ou l'influence des agents qui peut te mettre dans certaines équipes, mais c'est pas pour ça que tu vas jouer ou tu vas être heureux, donc voilà. Et Limoges, ils ont montré vraiment un bel intérêt pour moi et avec ma femme, on s'est dit pourquoi pas, allez. Tu vas rejoindre un autre 90, Nicolas Lang, en plus, c'est cool. Ouais, après, équipe de France et tout. Après, en plus, je connais Nico, donc j'ai demandé quelques détails et tout, et puis voilà. Ouais. T'as bien accompagné, cool. Hein, un gars smart comme Nico, ça va le faire. Ouais. Entre autres, bien sûr. Après, moi, je m'inquiète pas, c'est juste de l'adaptation plus pour ma famille que plus pour moi. Moi, je connais un peu le championnat, je connais. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas revenu, mais ça reste du basket quand même. Donc, tu t'imaginais revenir en France? Pas tout de suite en tout cas, pas tout de suite, mais c'est comme ça. C'est comme j'ai dit, les carrières sont. On a des envies et des fois ça suit pas forcément et c'est un rappel aussi pour dire que le basket ça reste du business. On parle de beaucoup de familles, blablabla, mais tant que t'es dans les cordes ça va, mais si tu fais un faux pas, s'ils peuvent te dégager, ils le font, et ça c'est un beau rappel, mais c'est comme ça. Moi je le prends pas mal parce que comme j'ai dit, ils étaient en reconstruction, mais moi je pouvais pas forcément attendre, donc voilà. Parlons un peu de Limoges, c'est quand même un club historique, hein, c'est à jamais les premiers aussi dans le basket. La même année, on rappelle, hein. Oui, tu sais que l'année 93, il y a trois équipes qui gagnent le hand, mais c'est pas la Ligue des Champions qui gagne le hand. Ah oui. Ça compte quand même, parce que ça compte quand même une semaine, évidemment. Ouais, vraiment, sur une dizaine de jours en tout cas. C'est une salle aussi, un public, ça a aidé aussi un petit peu ça dans ta décision? Pas vraiment, parce que je pense pas que tu peux avoir des plus belles ambiances qu'en Espagne. Après, ça c'est mon avis, parce que les salles sont plus grandes, voilà. En Espagne, ils vivent basket, voilà. Mais le projet est vraiment intéressant et je pense que Limoges peut être beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait ces dernières années, et j'espère les aider pour faire ça, en tout cas. Bon, t'es excité à l'idée de retrouver les terrains français quand même. Tu vas être... Ouais, non, j'espère que tu vas t'acclamer dans les salles, hein, franchement. T'es un nom connu maintenant. Mais tu deviens presque immédiatement dans, je sais pas, top 10, top 15 des joueurs les plus connus sur le marché français, dans le basket français, sur les parquets français. Bah si. Je sais pas. En vrai, je sais pas le retour, comment il va être par rapport aux gens. Mais moi, je me focus pas trop sur ça. Moi, je veux juste aider l'équipe à atteindre les objectifs. Et moi, me faire plaisir. J'ai été tellement frustré cette année que là, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir à jouer au basket, le basket que j'aime, et kiffer, puis gagner surtout. Cette année, elle a été particulière, tu l'as dit, avec Gran Canaria, ça s'est mal fini alors que l'histoire était magnifique, on va y revenir, mais il y a surtout eu un adieu à l'équipe de France. Ouais.
L'équipe de France, c'est quand même une grande partie de ta carrière, avec des débuts incroyables, un trou incroyable aussi, et un retour pour avoir des médailles olympiques. Comment ça s'est passé cette dernière sélection en équipe de France un petit peu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Les planètes sont alignées aussi pareil. Je joue la Belgique qui était mon premier match à mon retour en équipe de France grâce aux fenêtres. Ils sont sur la fenêtre et je finis en Finlande, le pays de ma femme. Que demander de plus en vrai? En plus ils sont venus, donc c'était très, très émouvant et puis c'était surtout le bon moment. Surtout le bon moment, c'était réfléchi et je pars entre guillemets en paix par rapport à l'équipe de France où je pense que j'ai fait le maximum, j'ai tout donné, j'ai gagné aussi plus ou moins, même si on n'a pas eu la médaille d'or. 5 médailles sur 6 compètes. Dont une que je pouvais pas trop contrôler. Mais ouais, j'étais trop jeune encore à ce moment-là, mais je pense que je pouvais pas faire mieux en vrai en équipe de France et puis comme j'ai dit, c'était le bon moment parce que la nouvelle génération elle pousse derrière, ils font des choses incroyables. Maintenant j'espère qu'ils vont faire beaucoup mieux que nous, ce qui est très difficile, mais ils ont tellement de potentiel pour le faire que j'y crois, donc on verra. Parle-nous de ton rapport avec Vincent Collet, pour le coup. C'est le seul sélectionneur que... Ah non, à part sur la toute dernière, il y a Freddy, mais sinon c'est évidemment le sélectionneur que tu as pratiquement toujours connu. Je pense que les premières années ont été un peu plus difficiles parce que Vincent, il aime bien, entre guillemets, mettre les gens dans des cases, dans des rôles, plutôt. Et quand j'étais jeune, moi, c'était un peu feeling, tu vois, genre, il n'y avait pas vraiment... Il y a un peu de cul-basket, mais beaucoup moins que, par exemple, maintenant. Beaucoup plus, que je veux dire, non, beaucoup moins, excuse-moi, que maintenant. Et c'est pour ça, peut-être, que j'ai pas été en équipe de France pendant autant d'années. Mais après, quand je suis revenu, il m'a énormément considéré et il m'a toujours laissé une place dans l'équipe. Et ça, je serai toujours reconnaissant par rapport à ça, de Vincent. J'aimerais qu'on revienne sur ton premier fait d'armes en équipe de France. C'est en U20, où tu es champion d'Europe et MVP du tournoi. Et à ce moment-là, on n'est pas sur le Andrew ultra défenseur. On est sur un Andrew ultra défenseur, mais on est aussi sur un Andrew qui met des points. Qui met des points. En jeune, j'ai toujours été complet en fait. J'étais scoreur, je passais, je faisais un peu tout. En fait, moi, c'était, comme je dis, feeling où moi, il y avait... Des fois, en jeune, tu veux tout le temps marquer. Moi, j'étais plus dans essayer de faire le bon play pour marquer. Et donc, des fois, c'était pour moi, des fois, voilà. Mais j'étais plutôt complet en jeune. Et arrivé en U20, il y a, comment il s'appelle, Aimé Toupane, qui prend l'équipe. Et lui, un peu comme Vincent, il met des rôles à tout le monde. Par exemple, à Nicolas Lang, il lui a dit, je veux pas que tu dribbles, t'as la balle, tu shootes. Si je te vois faire autre chose, sur le banc. Mais c'était direct. Que tu aimes ou que t'aimes pas, c'était clair au moins. Et en fait, nous, il y avait Paul, Jonathan Roussel et moi, on pouvait faire ce qu'on voulait. Genre dans la création. Donc moi, j'avais énormément de liberté et grâce à Paul, toujours à chaque fois, on arrivait en finale et puis en finale, moi j'ai fait le taf aussi, mais c'était vraiment toute l'équipe. Vous battez les Espagnols dans la compète. On bat les Espagnols en demi. Ouais, c'est pour ça que je dis merci à Paul parce qu'il fait un match monstrueux. Il met 3 points d'affilée, mais pour tuer le match. Et mais sur l'ensemble de la compète, je pense qu'il y a personne qui nous attendait à ce niveau-là. Les Grecs, ils étaient archi favoris avec Sloukas, Papanikolaou, Manzaris, bref, que des gros noms qui, eux, avaient gagné avec les 89. Et donc en U20, c'était une formalité normalement pour eux. Et au final, je pense qu'ils nous ont un peu sous-estimés. Il y avait qui dans cette équipe? Il y avait Nicolas Paul Lacombe, il y a Christophe Léonard aussi. Christophe Léonard, Joe Roussel. Il n'y a pas Thomas Dufan. Ferdinand Prénom. Ferdi. Tanguy Ramassani. Il y avait Henri Kaoudi. Lensa Boudou, on l'a dit. Il y avait Alexandre Gavriovic qui a signé, je crois, à 50 ans, j'ai cru voir là. Qui d'autre que j'ai oublié? Alexis Tang.
Il joue déjà la montée, lui? Parce que toute sa vie, il a joué les montées. Ouais. Alexis, il avait 11 ans, il était déjà à l'INSEP aussi. Ouais, et puis c'était le Dirk à l'époque, parce que il faisait 2m5-6 et il avait un bras, il jouait poste 5, donc ouais. mais ouais. C'est un bon souvenir, c'est un excellent souvenir. C'est le meilleur souvenir que j'ai en équipe de France. Ouais. Si tu parles de vraiment, parce qu'en fait c'était vraiment le dernier Euro qu'on avait tous ensemble, la génération 90, et la dernière fois qu'on allait jouer tous ensemble en équipe de France. Donc pour nous c'était vraiment spécial. Et en plus il y avait aussi l'hommage avec Jonathan Boris aussi, tu vois. Donc c'était vraiment une compétition spéciale et à partir des quarts, je pense qu'on finit à, je crois, à 45% ou 46% à 3 points. Je pense que dans une équipe de France, c'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera plus jamais. Ça arrivera peut-être. Mais à partir des quarts, mais c'était affolant l'adresse qu'on avait. Et en fait, comme je dis, on se sentait porté par Jonathan par rapport à ça. C'est symbolique. Jonathan Boris, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la génération 90, un meneur de jeu qui était tragiquement mort sur un retour de déplacement en voiture. Qui était à Dijon. Ouais. Du coup, il se passe ce championnat d'Europe là, et en fait, c'est le début aussi avec les A, puisque il y a des blessures, il y a une Coupe du Monde 2010 en Turquie, il y a beaucoup de blessures sur le poste de meneur, et Vincenzo, qu'est-ce qu'il fait? Allô? Il appelle Drew. Allô? Il appelle Andrew. Et t'es chaud, Andrew, tu veux venir? Je connais pas Istanbul. Tu te retrouves à célébrer un titre de champion d'Europe et de MVP U20, et tu te retrouves avec Léa. Et je crois qu'il y a peut-être, 2 semaines d'intervalle entre tout ça. Et moi, j'étais en vacances. Et je reçois l'appel et moi en fait c'était direct rendez-vous à la tournée aux États-Unis à l'époque où il y avait il faisait un tournoi au Garden. C'était au Garden avec exactement, Madison Square Garden et puis donc moi j'arrive, rendez-vous à l'aéroport. Première classe, moi j'avais jamais pris de première classe de ma vie. Donc moi j'étais comme un enfant, je prenais des photos à tout va, on me dit petit champagne et tout, j'étais comme un fou quoi. Donc c'est marrant parce que j'étais un gosse vraiment à l'époque mais c'était une superbe expérience d'être avec ces joueurs-là. C'était pas forcément la meilleure équipe de France à ce moment-là parce qu'il y a eu des blessés, des gens qui pouvaient pas forcément venir, mais moi j'ai tellement appris de ce moment-là. Moi, j'arrive, on me dit, Madison Square Garden, tu joues contre les États-Unis, tu joues pas. Ouais, mais je suis en courtside pour moi. Pour moi, je vois Durant, Steph Curry. Moi, j'étais comme un fou. Madison Square Garden, j'étais en train de regarder tout. Je vois des stars au courtside et tout. Mais j'étais comme un malade, moi. Comme un fou. Donc il y a cette Coupe du Monde 2010 et puis après il va y avoir l'Euro 2011 que tu vas enchaîner avec cette fameuse équipe de France qui pour certains est considérée comme la meilleure équipe de France de tous les temps, notamment parce qu'il y a Joachim Noah, il y a Kevin Séraphin, enfin il y a un effectif intérieur notamment énorme, Boris Dio, Tony Parker. Est-ce que toi tu partages cet avis que cette équipe de France qui va finir vice-championne d'Europe est la meilleure équipe de France de tous les temps? C'est encore une fois un débat sur les générations, donc c'est un peu compliqué de le dire, mais à ce moment-là, tu pouvais pas avoir meilleur. Ça, je suis persuadé de ça. Il y a Joachim qui fait la première sélection avec nous, la première compète, excuse-moi. Il y a Ronny. En vrai, tu peux pas avoir tu peux pas avoir les meilleurs joueurs comme dans cette équipe. Et cette compétition, pour moi, elle est aussi incroyable parce que j'ai à apprendre de fou. Tony, il est monstrueux. Raconte-nous aux entraînements en 2011, quand Tony il est au top du top, aux entraînements, toi qui es un fort défenseur, c'est comment défendre sur Tony Parker Prime? Je te dire sincèrement, bah oui. Bah j'ai pas senti que j'avais un gros problème à défendre sur lui. Maintenant, Tony il est très fort, il m'a mis des paniers dessus bien sûr, mais je me suis pas senti en difficulté ou il m'a démonté. C'est mon avis. Après, peut-être que lui, il aura d'autres avis. J'ai entendu d'autres histoires de d'autres backup meneurs sur Tony qui souffraient beaucoup plus. Ah oui, moi aussi, j'en ai entendu beaucoup. J'en ai entendu plus gestionnaire. Je vois très bien de qui vous parle. La famille, super joueur. Mais oui, c'était un beau challenge. Et puis surtout, moi, j'adore les défis comme ça. Donc moi, j'étais toujours motivé. Et puis comme j'ai dit, moi, j'étais encore jeune, donc pour moi c'est une belle opportunité de me confronter à un joueur comme Tony, tu vois. Est-ce que Tony c'est le meilleur joueur sur lequel tu as défendu? On se souvient tous de cette interception sur Kemba Walker à la Coupe du Monde 2019. Dans ton esprit là, c'est qui le meilleur? Meilleur en sélection ou en club? Tous les basketteurs que tu as croisés, moi-même compris. Patty Mills,
FIBA, c'était quelque chose. Hein. C'est cardio. Hein. Oh ouais. Bah, en fait, il fait que courir partout et tous les systèmes sont faits pour lui. Donc ça, c'était un vrai challenge pour moi. Si je parle équipe de France. Et en club, je dirais Sean Larkin. Sean Larkin, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il s'arrête à l'époque de FS, il s'arrêtait jamais. En fait, tous les ballons qu'il avait, il était agressif tout le temps. Et vu sa vitesse, comment il est athlétique, c'était compliqué. Est-ce que tu mets Marcelinho Huertas parmi ces joueurs-là? C'est différent. Parce que lui, je pense qu'il a besoin d'un système pour être très bon. On se comprend, c'est le gratin, là, de toute façon. Donc, lui, Larkins, il a besoin de personne. Huertas, il a besoin d'un écran. À partir ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais je veux dire, moi, en tant que défenseur, si tu mets pas d'écran, tu me passes pas. En tout cas, pour un gars comme Huertas, tu me passes pas. Challenge relevé. Bah, il peut. Je pense que c'est à nous, là. Mais quand vous voulez, moi, comme j'ai dit, on finira avec ça. On va revenir sur ça me régale. On va finir on va continuer sur l'équipe de France parce qu'on est qu'au début. 2010, donc champion d'Europe U20, MVP de la compétition. T'enchaînes la Coupe du Monde en Turquie, qui est pas un grand quart de l'équipe de France. Moi, entre guillemets, là-bas. Je fais ma rêve. Voilà. Tu t'es révélé à ce moment-là. Sur un match en Espagne. 2011, tu fais partie de l'Euro, donc tu prends ta première médaille avec l'équipe de France. Et derrière, il y a un trou. Ouais. Il y a un trou 2011 jusqu'à 2017. 17, ouais. Parce que, en plus, le pire, cette année-là, c'était l'année de draft. Après, je dis pas que j'aurais été drafté, bref. J'ai pas envie d'aller dans ce débat-là. On en parle de moi à l'époque, je connais déjà Thomas, il dit Andrew c'est mon pote et tout. Ouais. La NBA, c'est parce que tu arrives jeune en équipe de France, il y a ce tir contre l'Espagne aussi que tu mets là dans un match que tu fais gagner. Tu te souviens un money time contre l'Espagne quand t'es jeune? Tu déboules de nulle part. Ouais, c'est ça, de base je devais même pas jouer. Non mais alors je peux raconter cette histoire parce que là pour ça, frérot. Pour moi elle est trop marrante parce que donc je fais mon premier match officiel match amical contre Toronto chez eux. Mais je joue 3 minutes. Donc en prépa, je joue rien du tout. Et on joue le premier match contre l'Espagne. Donc il y avait Nando à la main avec Yannick Bokolo. Ça, c'est à la Coupe du Monde. Hein. À la Coupe du Monde en Turquie. Donc moi, je suis en mode, je suis 12e, je ne veux pas jouer de toute la compète. Mais par contre, un kiff total. Moi, je suis là, j'observe, j'apprends. Parfait. J'arrive, je vois Marc Gasol, Raoul, Navarro. Moi, je suis comme un malade. Je suis là, what? Et toi, c'était le gratin parce que pour cette génération espagnole, il n'y a pas mieux. Il y avait Ricky en plus qui est ma génération. Donc pour moi, j'étais en mode à la regarder à la télé, les JO de Pékin, tout tralala. Bref, pour moi, c'était un truc de fou. Et je crois que Nando est un peu en difficulté sur le match. Parce que pour moi, Nando, je pense qu'il est beaucoup mieux en 2 qu'en 1, surtout à ce moment-là de sa carrière. Et je suis pas sûr après, mais ça c'est... Et après, en fait, il m'appelle. Et moi, je suis en mode panique. Mais quand je te dis en panique, mais c'est... Oh toi, genre... Et tu rentres comme ça. Et je crois, première action, c'est une petite défense. Et en fait, il fait rentrer Raúl Lopez, si je dis pas de bêtises. Qui est une légende en Espagne, voilà. Et je crois on fait une attaque, il prend la balle, il monte. Et moi, je lui mets pression tout terrain parce que dans tous les cas, avec Rudy Nelom qui était derrière moi, défends, pression, tout le temps. Donc, et puis c'était mon rôle, en vrai. Donc j'arrive, je mets pression, et il tombe devant moi. Mais tout seul. Les up. Toute la pression a fait ça. Et là, d'un coup, tout était plus lucide. Et en fait, je fais mon match et je mets, je crois, 13 points. Et tu mets les tirs de la gagne, surtout. Non, je mets pas de tirs de la gagne. Tu mets pas 2 tirs importants? Non, je mets un lancer franc, je mets, je crois, 1 ou 2 lancers francs. Tu mets pas un tir à 3 points dans la 45? Bah, de toute façon, je l'ai mis 3. J'en mets un, mais je sais pas si c'est pour tuer le match. Mais en tout cas, je fais un match très solide. Je fais un match très solide, mais d'après, par exemple, derrière, je joue plus, tu vois. Je joue peut-être 1 ou 2 minutes, mais je joue plus. Et après, scénario de fou contre la Nouvelle-Zélande, bref, on va pas reparler de cette... J'avais oublié. Ouais, c'est pas ça. Ouais, bah si, c'est exactement ça. Mais toi, quand t'es... Moi, je suis jeune. Et je vois la tête des gens après le match de la Nouvelle-Zélande. On le qualifiait. C'était la fin, parce qu'on joue la Turquie en 8ème, si je dis pas de bêtises. En fait, la Nouvelle-Zélande, c'est une fin de match où il y a... On doit pas perdre de plus de 9 points ou 7 points, un truc comme ça. Et en fait, on se prend un panier au buzzer.
À 3 points avec la faute, non? Je crois. Possible. Oui, c'est Nico qui fait faute. Collet à ce moment-là dit il faut faire faute pour éviter d'avoir un panier à 3 points. Il dit rien du tout. Moi, je me rappelle pas d'avoir en temps mort, il dit rien. Et c'est pour ça qu'il fait. Je savais pas qu'il fallait dire à des joueurs professionnels qu'il fallait dire. Il fallait tout vous dire. Et là, moi, je suis en mode. Et moi, en fait, j'observe. Et moi, je suis en mode. Tu sais, un peu comme si j'étais pas dans l'équipe, mais un peu observateur. Et moi, je suis là en mode. Mais il y a des dingueries qui se passent, je comprends pas. Et en fait, après. On arrive dans le vestiaire et il y avait l'ancien président qui était Maimi, je sais plus. Non, oui. Bah, c'est un gars de chez toi, donc tu dois savoir. De chez moi, mais arrête. Marseille, c'est une terre adoptive. C'est une terre. Oui, qui après était président de la FIBA. Oui, exactement. Yvan Maimi. Exactement. Yvan Maimi. Et en fait, tu le vois, il est devant le vestiaire. Il énerve de fou. Et donc tu rentres et limite, il a envie de t'insulter, tu vois. Et c'est compréhensible. Et là, la porte, elle se ferme. Et là, t'entends les coachs qui se font un peu embrouiller. Et là, tu rentres et tu vois tout le monde qui fait une gueule d'enterrement, mais terrible. Et moi, je suis comme ça, dans mon coin. Et Yvan Menini, pas Maimi. Pardon. Et je regarde un peu tout le monde, tu vois. Et tête décomposée, comme si on l'avait perdu. On était déjà éliminés, tu vois. Et moi, à cette époque-là, je ne comprenais pas. J'étais en mode, mais on a une chance on est en 8ème, donc pourquoi on fait cette tête, tu vois. Et bah après, on arrive en 8ème, et là... Après, les Turcs à domicile, ils font une compétition exceptionnelle, ils se font détruire par la Team USA. On se fait défoncer par la Turquie, il y avait pas photo, il n'y avait pas Tipeee, hein, du monde. Et c'est pour ça que Tipeee, en 2011, j'ai pas joué beaucoup, voire pas du tout. Mais j'étais tellement content d'être là parce que quand je voyais Tony, je me dis mais comment il met ses paniers, moi si je fais ça, je me fais contrer. Non, il était monstrueux. Mais toute l'équipe, hein, parce qu'on sentait que tout le monde était dans la même direction et avec un Joachim qui mettait son énergie. Ronnie, mais il s'est blessé, je crois, si je dis pas de bêtises. Boris, voilà. Non, c'était des belles expériences qui m'ont fait grandir en tant que joueur, tu vois. Et après, donc... Comment t'expliques alors, du coup, ces 5-6 années là, sans équipe de France 2011, euros, 2017, euros. Donc, je fais la prépa en 2012. Je fais la prépa en 2012. Et je me rappellerai toujours parce que mon agent, il me dit t'es pas forcément obligé d'aller en équipe de France. Tu peux aller faire les workouts. Et moi, je me dis, non, moi, l'équipe de France, je peux pas mettre ça de côté. Pour moi, c'est trop important. Et surtout, c'était les JO. Donc, pour moi, c'était aussi un objectif de faire les JO de Londres. Et donc, je fais toute la prépa. Je pense pas que j'étais bon, sincèrement. Et en fait, il me coupe en dernier avec Steed Chikambu. Ils prennent, je crois, il y avait Fabien Causer qui était dans l'équipe, Yannick Boccolo, Tony, je sais plus qui y avait qui d'autre encore, je me rappelle plus trop, mais bref. Antoine n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Et donc après ça, bah, prend plus. Alors la raison, je n'ai aucune idée. T'avais aucun contact pendant cette période-là ? Zéro. Tu recevais les convocations quand même ? Bah non. Bah, rien du tout. Pourquoi tu dis une convocation ? Je sais pas si t'as une pré-convocation si tu préfères. Ça n'existe pas ça ? Ok. Ils font des groupes élargis, mais ça c'était plus à l'époque. Comment tu le vis cette époque-là, ce trou-là ? Bah frustration parce que je dis pas que je méritais, mais vu que j'étais avant, pourquoi maintenant, à la limite faire le stage, tu vois ? Parce qu'à l'époque, ils prenaient peut-être 16, 18, et après tu te tapais pour gagner ta place, pour certains gars. Et même ça, j'avais même pas eu l'occasion d'avoir ça, tu vois. Et donc frustration, surtout quand je voyais... J'exagère quand je dis ça, mais il y a des mecs qui prenaient la place, qui prenaient ma place entre guillemets, et je me disais que je pouvais être meilleur qu'eux. Après ça, c'est moi et mon ego et mon avis de joueur ou ce que tu veux. Surtout qu'il y a eu des problèmes d'ego, alors que moi je suis pas du tout dans ça, tu vois. Bah, ça va te servir du coup ce côté moins d'égo que les autres. Tu reviens en 2017 justement. T'avais fait une croix sur l'équipe de France pendant cette période-là ou quand ça revient tu dis ok voilà je m'attendais à ça. Je suis prêt. Oui et non, parce que je dis, bah, peut-être le wagon il est passé, comme tu le dis. Et encore une fois, je pense que si il n'y avait pas la guéguerre FIBA Euroleague, bah, ça se peut, j'aurais jamais eu ces occasions-là, tu vois.
Donc, occasion, train qui passe, il faut le prendre. Andrew monte dans le métro. Parce que finalement, tu reviens en 2017, tu vas t'arrêter en 2025 avec l'équipe de France. Ouais. Et tu vas connaître les 8 plus belles années du basket français, quasiment. Si on enlève le titre de champion d'Europe, en 2013, derrière, c'est quand même 8 ans de très très haut niveau à chaque fois avec l'équipe de France. Ouais. Et à chaque fois, on me demande c'est quoi tes meilleurs souvenirs en équipe de France. Et moi, je dis toujours, c'était la U20, médaille d'or. Et la médaille de bronze en U19. On parle des JO et tout, mais en fait, moi... La Coupe du Monde 2019. 2019, ouais, excuse-moi. Ouais. Et parce que moi, j'ai senti vraiment mon impact sur l'équipe était incroyable par rapport aux autres années, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas la première fois de ta vie, de ta carrière en équipe de France, plutôt tu avais un vrai rôle, on comptait sur toi. Ouais. Ou et surtout un vrai impact. On comptait sur moi avant, mais je veux dire, j'avais un peu moins de temps de jeu. Voilà, en 2019, excuse-moi, je suis avec Franck et moi j'avais un rôle de détruire tous les arrières. Et en plus à ce moment-là, il y avait Schroeder, Patty Mills et j'en passe, Kemba Walker, voilà. Donc moi j'étais trop motivé. Et puis surtout, là c'était la compétition avec la vraie équipe. Après toutes les fenêtres qu'on avait fait, pour moi c'était en mode genre allez, là c'est le moment, je suis là, vas-y, il faut montrer. Et c'est pour ça qu'après, entre guillemets, j'avais un vrai statut dans l'équipe à ce moment-là, parce que je l'ai gagné sur le terrain. Sur la médaille de bronze face à l'Australie. L'Australie, ouais. Les deux tirs là, mais même c'est même pas juste par rapport à ces tirs-là, c'est plus au moins l'impact que j'ai eu défensivement, sur le rôle que j'avais, où à ce moment-là, je me suis mis, entre guillemets, dans un rôle où c'était ultra défensif, où je devais être le stopper et faire jouer l'équipe. Le reste, il y avait trop d'attaquants pour moi essayer de faire mes trucs. Alors que à Andorre, je faisais mes trucs, je faisais déjà mes stats ou quoi. Tu avais été meilleur passeur du championnat avec donc j'avais beaucoup la balle. Alors qu'en équipe de France, beaucoup moins. Mais ça, c'est un rôle que je me suis mis tout seul. Tout seul, vraiment, parce qu'on se connaît. Vincent aussi. On se connaît. Andrew, on a beaucoup discuté, notamment à l'Euro 2022, où tu es titulaire. Thomas Hurtel sort du banc. Ouais. Thomas, après, finit les matchs et joue beaucoup plus. Il y a un moment donné où on a l'impression, et ce que le grand public aussi pouvait te reprocher, c'est que, ou en tout cas, te mettait des limites, c'est que, bon, il défend le plomb. Par contre, en attaque, on n'attendait rien de toi. Et est-ce que le fait qu'on t'ait mis dans ce rôle-là, toi, ça t'a pas perturbé un petit peu aussi de dire, monte la balle, défends le plomb, fais une première passe et après on n'attend plus rien de toi? Bah, en fait, c'est inconsciemment aussi. Le fait c'est pas vraiment, on m'a pas dit ça directement, c'est plus subtil, mais ça te touche mentalement. Je sais pas comment expliquer, mais des fois on va te dire des choses indirectement, on va dire t'as marqué un panier, mais la prochaine fois il y a lui qui est à côté. Tu vois le dealer, t'as pas forcément marqué, mais c'est un bon tir, mais il y a le meilleur shooter qui est là. Donc ça fait qu'au final, maintenant, quand t'as la balle, tu peux shooter, tu dis ah mais il y a l'autre qui est à côté. Donc inconsciemment, tu vas peut-être pas prendre, tu vas faire la passe. L'action d'après, tu vas faire la passe, tu vas même pas regarder le panier. Parce que ça travaille. 2022, Andrew, on y est. Mais je sais, tu ne regardes pas le panier du tournoi. Je sais. Comme un jeune, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Mais parce que inconsciemment, je me dis, allez, je me mets dans le rôle. Et en plus, c'était pas le retour. Non, c'était après. Mais je me mets dans la tête où je vais le stopper et tout. En plus, je revenais de blessure. Donc dans ma tête, c'était en mode, il me laisse ma place. Donc je préfère, je veux être déter sur ça, être sur les minima, entre guillemets, qu'on me demande. On a presque l'impression que c'est frustrant pour toi quand, en tant que joueur, je te connais, et puis on voit surtout ce que tu faisais en Espagne. T'étais parmi les meilleurs passeurs, t'as été donc une fois meilleur passeur de ce beau championnat. Je t'ai vu jouer on te jouer à Grand Canada, t'as gagné l'Eurocup. T'étais pas juste un mec qui regardait pas le panier. Non, mais en équipe de France, j'ai l'impression que d'avoir accepté ce rôle-là, ça t'a aussi permis d'être appelé. Bah oui. Et moi, ça me dérangeait pas. Mais non, mais parce que moi, j'ai toujours dit, et c'est peut-être le problème qu'il va y avoir dans cette nouvelle génération, où tout le monde veut tout faire. Mais c'est pas possible. Il y aura des leaders, il y aura des scoreurs, il y aura des gars qu'il faudra qu'ils soient des stoppers. Et ça, il faut que chacun entende ça, s'ils veulent aller au bout. Parce que tu vas rencontrer des grosses nations comme les Allemands, les Serbes, les Espagnols, où eux, c'est déjà en place. C'est déjà en place et il n'y a pas de débat. Alors que nous, c'est une nouvelle génération qui se construit où il y a des gars, ils peuvent prétendre tous avoir un rôle. Un vrai rôle, je parle. Ouais, mais il n'y a qu'un ballon. Et c'est ça le problème. Maintenant, ça, c'est le travail de Fred et puis même Gerchen, le capitaine, tout ça, à que tout le monde soit dans le même rang. Mais c'est compliqué. Mais moi, j'ai toujours voulu être en équipe de France. Donc moi, ça me dérangeait pas de mettre, entre guillemets, mon ego de côté ou
ce que je pourrais ou peux faire sur un terrain pour l'équipe. Ça me dérange pas parce que pour moi, le plus important, c'est de gagner. Si tu gagnes, tout le reste va venir pour toi. Donc, ça va rien changer. Et puis tous ces mecs-là, ils sont déjà des joueurs Euroleague, NBA, ils ont pas besoin de plus. Ça va pas changer ta carrière. Donc gagne, c'est le plus important, c'est tout. Tu peux, parce qu'on dit depuis tout à l'heure, oui, on m'a mis dans une case et tout, on pense forcément à Vincent. T'as été le plus grand bénéficiaire des fenêtres internationales, t'en parlais tout à l'heure. Vraiment, t'as remis sur la carte et t'as pu retourner en équipe de France, mais entre ta dernière sélection de 2011 et ton retour en équipe de France, vous discutez pas avec Vincent. T'as pas de contact. Zéro. Et je pense que, comme j'ai dit, si il y avait plus de joueurs Euroleague disponibles, NBA aussi, donc ils sont en mode, je cherche, il y a qui disponible? Bah, c'est une réalité. Bah oui, moi, je suis persuadé qu'ils ont fait ça. Bah ils ont dit, oh, il y a Andrew. Purée, on l'avait oublié. Sachant que je joue même pas dans le championnat. Donc, je peux comprendre aussi qu'ils avaient oublié. Moi, je joue en Eurocup. Donc, l'Eurocup, si c'était en Euroleague, je t'aurais dit j'étais un peu plus visible. Mais en Eurocup, peut-être un peu moins. Et ben, c'est là où je fais surface. Mais sinon, s'il n'y a pas cette guéguerre entre la FIBA et l'Euroleague, potentiellement. Et du coup, même pas potentiellement. Je suis persuadé que je fais pas de retour. Hein. C'est possible. Tu sais, mais à ce moment-là, quand tu reviens en équipe de France, vous avez une discussion avec Vincent? Je sais pas, vous vous dites quelque chose, tu lui dis que t'es un peu déçu de pas avoir été appelé, j'en sais rien. Non. Vous avez jamais eu l'occasion d'en discuter? Non, et puis je vois pas l'intérêt, parce que c'est déjà passé, donc... Et quand, alors, ok. Moi je vais un peu plus loin. Quand il te prend pas en 2023? Tu veux que je dise quoi? Non, mais est-ce qu'il y a un coup de fil, Andrew, j'ai pas de prendre? Il m'a appelé. Ah, voilà. Il m'a appelé avant, il m'a dit il voyait pas deux meneurs de petite taille partir ensemble, et on veut prendre Sylvain. Parce qu'il est beaucoup plus offensif. Je pense parce que Thomas, il était pas là, si je dis pas de bêtises. 2023, il est pas là, non. Il joue en Russie, donc il est suspendu. Donc je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'ils veulent un meneur beaucoup plus scoreur, créateur. Et je peux comprendre. Surtout que Sylvain, il montait en puissance aussi. Donc voilà. Maintenant, à chaque fois, on parle de petite taille. Fatigue. Non, mais sérieusement, je vois pas en quoi ça aurait dérangé d'avoir Sylvain et moi. Petite taille, si on va jouer toi et moi, que je te poste, tu vas souffrir. Tu vas pas me poster, je te le dis. Mais la grande théorie d'Andrew, c'est qu'il ne souffre pas au post-up. Non, alors attends. Non, mais grande théorie, je veux dire, tu nous le dis souvent. Mais explique-nous surtout, c'est vrai que dans le basket, on a les clichés du ah, t'es petit, nana. Toi, tu nous as toujours dit, mais ça, en fait, c'est un peu des légendes urbaines. Bah oui, parce que quel meneur de poste? Il y en a combien maintenant? Maintenant, c'est que des petits arrières, des petits meneurs, petits arrières, même les postes 2. Et à la limite, si tu veux faire une défense switch, à la limite, tu dis oui, là, par contre, je vais peut-être souffrir parce que bah là, les gars, ils sont beaucoup plus grands, ils vont juste me sciller, et fin, c'est fini. Mais il n'y a pas de meneur qui poste. À part Lucas, mais Lucas, c'est même pas moi qui aurais défendu sur Lucas, tu vois, par exemple. Donc, à quel moment, moi, je veux souffrir? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une vision que certains cochons qui, moi, je ne comprends pas. Andrew, t'es pas appelé en 2023. Ouais. C'est dur. Ah oui, c'est dur. Finalement, c'est dur parce qu'en plus, je te dis sincèrement, dans ma tête, vu que j'ai fait un peu toutes les sélections à ce moment-là, pour X raisons, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis fait une ischio en m'attend pour faire la compète. On laisse une place. Donc, tu vois, dans ma tête, je suis en mode confiant de fou. On arrive, on fait vice-champion à l'Euro. On est catastrophique, mais on arrive quand même à gagner une médaille. Bah, c'est réel. T'inquiète, on était là. D'accord. Oui. Et donc, dans ma tête, je me dis, là, je me préparais et tout, j'avais tout planifié. Mes vacances et tout pour être prêt pour la Coupe du Monde. Pour pas être appelé. Donc là, changement total, bouleversement de vacances, entre guillemets, et après, c'est comme ça. Ouais, mais Andrew, ce que je veux dire, c'est que t'es pas appelé en 2023, c'est un fiasco total là-bas. Bah, ça me donne raison, en fait. Et le grand gagnant de 2023, c'est toi, parce que tu vas faire les JO. Oui. Parce que tu fais les JO. Parce que est-ce que tu penses que si tu participes au fiasco de 2023, est-ce que tu penses que t'es au jeu? Et ça se passe pas comme ça aussi. Je sais pas, ça. C'est trop facile. Je suis là pour poser des questions de merde aussi. Je sais, mais je peux pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ton absence, en fait, c'est dire. On n'a pas Andrew, on n'a pas le meneur un peu qui justement n'est pas dans l'ego, qui veut défendre, qui veut mettre en place des trucs, qui peut remonter la balle sur des énormes pressions. On se souvient face au Canada, comme on est en galère. Sylvain est encore très jeune, c'est sa première compétition. Et c'est vrai que Vincent, le premier, va dire, en fait, il nous manquait Andrew. Et ça te valide quasiment automatiquement ta place pour les JO à Paris. Sylvain, il est même pas dans le groupe pour les JO après. Ouais. C'est déjà l'inverse. Il est même pas fait dans le groupe élargi. C'est fou.
Et pour moi, c'est incompréhensible parce qu'en fait, on le met dans une position où lui, c'est ses premières sélections ou la première vraie compète. C'est pas facile, même s'il montre des choses depuis quelques temps. Je pense pas qu'on l'a mis dans les meilleures conditions. Maintenant, moi, ça m'a arrangé, entre guillemets, ce qui s'est passé pour Sylvain. Mais comme j'ai dit, moi, je suis pas dans l'ego de dire, ah, regardez, cher pour vous. Non, c'est pas bien. Mais j'étais très content qu'on me rappelle après en 2024. Mais par exemple, j'ai pas voulu après dire vous avez compris maintenant, tu vois, genre. Bon, parle-nous des JO à Paris. Le rêve. Incroyable. Notre rêve à tous. Hein. Ah, incroyable. Médaille, la compète, le Victor, les matchs, les matchs catastrophiques à Lille, la renaissance à Bercy. Sincèrement, à partir des quarts. Je pense que tout ce qui s'est passé au premier tour nous a tellement servi pour les quarts. On joue pas bien. Même pendant la prépa, et je pense que c'est l'erreur de Vincent. Il a voulu faire trop de... Comment ça s'appelle de concessions ? Non, de tests. Tu sais, des fois, il voulait mettre lui ou un autre. Il veut mettre Vincent, Rudy avec Victor. Bilal avec Isaiah dans les ailes. Dans les ailes, ou je sais pas. Je parle pas forcément de compos qui. Voilà. Mais moi, je me rappelle, il faisait énormément de tests. Où, par exemple, toi, tu joues les premières 5 minutes. Toi, la 10e, toi, truc. Toi, genre, c'était un peu compliqué, tu vois, en prépa, de trouver son rythme, son rôle. Donc c'était bizarre. C'est vraiment bizarre. Et donc, quand tu arrives à la compète où on commence, toi, je me rappelle les premières minutes avec le Brésil, on souffre. Mais on souffre de fou. On souffre et moi, je me rappelle, j'ai dit, les gars, si on défend comme on fait la drop avec Huertas, il va nous bousiller parce que je sais comment il est. Lui, c'est soit tu switches ou soit tu es agressif avec lui pour qu'il lâche la balle. Parce que si tu le laisses aller dans son périmètre là, où il est indéfendable. Sur un pied fou. Ouais, parce que si t'es là. Et donc au final, et moi je me rappelle, la première action qu'il fait, c'est. Je crois qu'il prend la balle, contre-attaque. Il est tout seul, hein, mais il voit Victor arriver. Il feinte ses flotteurs tellement haut. Et là, dans ma tête, je dis. C'est un génie, mais bref, et en fait après il fait des changements et là on beaucoup plus intense, et là la machine est en route. Derrière on joue le Japon, non c'est pas le Japon, c'est le Japon après. Japon, il y a Allemagne après. Ouais. Ah c'est ça. Donc Japon, pareil, le meneur on sait qu'il est scoreur, il est agressif, et là on fait des drops à 10 km donc il nous massacre. Et après moi on va me regarder, ouais Andrew défend mieux, non. Tu regardes la vidéo, y a personne, j'ai l'impression qu'il y a personne qui m'aide. Moi, je suis en mode, alors que le mec, il était on fire, il est très bon, c'est un très bon joueur. Et donc là, on souffre. Et après, merci Mathieu, tu vois. Merci Mathieu. Comment tu as vécu ce moment? Mathieu était assis à ta place il y a quelques semaines là, et on en a parlé. Je me suis dit, gros, c'est un signe. On peut aller au bout. Non, mais c'est incroyable. Après, on peut dire que les arbitres, ils étaient avant, parce qu'on est à Paris. Bref. Pour moi, il y a contact, surtout sur l'angle où on est. Nous, on voit qu'il y a. Mathieu aussi. Ouais, il dit aussi. Il y a un contact au corps quand il shoot. Maintenant, il y a beaucoup d'arbitres qui auraient peut-être pas sifflé. Mais on s'en fout. Exactement, on s'en fout pour nous. Et après, contre l'Allemagne, c'est rappel. Vous voulez jouer les grosses nations, vous êtes pas au niveau, les gars. C'était clair, tu vois. Et on a eu un petit sursaut pendant un petit moment avec Isaiah. Je me rappelle moi Isaiah, je crois qu'il y avait moi Isaiah et je sais plus qui était sur le terrain où on a mis un peu plus d'énergie. Il y avait Gershon aussi, je crois. Et où on revient un petit peu, mais au final, c'était tellement confiance et putain, ils rigolaient, ils étaient arrogants de malade et tout. Ouais, mais dur, hein. C'est leur droit. Et puis même, je te dis, par exemple, Schroeder, je pense qu'il se nourrit de ça. Il a besoin de ça pour être bon. Le dunk de Wagner là sur Mathias dans le trafic et tout. Il est dur celui-là. Mais eux ils étaient en place, chacun savait son rôle, tout le monde était et c'est pour ça que regarde toutes ces années après, ils sont toujours là, ils sont encore gagnés. Tu vois, donc moi ça c'était OK, les gars, on n'est pas prêts. On part journée de repos et là on a une vraie discussion avec le groupe. Entre autres. Oh non, on a une vraie discussion. D'abord avec le groupe. Avec le groupe, c'est après. Ça, c'est après. Souvent, on dit que Nico, à ce moment-là, était très important. Nando aussi. Il y a eu un passage dans les chambres. Il y a eu... Moi, j'ai pas eu le passage dans ma chambre, mais... Oui, pour le ménage, quoi.
parce que moi en fait c'est peut-être un rôle au final qui t'as pas besoin de me parler, moi je sais ce que je dois faire et voilà tu vois, donc c'est pas forcément à moi qu'on va aller pour dire Andrew il faut que tu sois plus comme ça, non, mais moi je me rappelle on a eu une réunion, on a parlé vraiment on va dire français et j'ai senti ce clic à ce moment-là. Maintenant il y a eu des choses qui sont passées qui ont fait que ça a encore plus augmenté notre motivation et tout, ça c'est clair. Mais arriver en quart contre les Canadiens, où on savait en plus qu'ils étaient sortis peut-être un jour avant, un truc comme ça. Donc nous, on a dit, ils ne nous respectent vraiment pas. On va voir maintenant. Et t'as des mecs comme Isaiah, Gershon et tout, qui se subliment, qui sont, je dirais, à leur meilleur niveau. Et là, on était injouable. Et l'erreur qu'on fait en finale, c'est qu'on change encore toute la rotation, encore une fois. Et je dis pas qu'on aurait gagné les Ricains, mais on aurait un peu plus de chance. Parce que là, en fait, tu jouais à leur rythme, de la même façon qu'ils jouaient, et c'est plus à leur avantage que la nôtre. Ça, c'est vrai qu'il y a un truc et qui ressort, on est 2 ans plus tard, on a tous vu le match plusieurs fois, on était tous dans la salle, enfin, toi, tu as joué pour le coup, t'étais en tenue. Mais les victoires contre le Canada et contre l'Allemagne, c'est du basket FIBA, c'est âpre, c'est dur, c'est à la muerte et tout. Et la finale, c'est un match NBA. Ouais, c'est un match on fait NBA. que courir des highlights dans tous les sens, mais c'est cool. Hein, dès le début. C'est un match NBA. Donc c'est un truc que personne, franchement, même encore aujourd'hui, personne n'a compris. Enfin, pourquoi si moi j'ai compris. C'est compréhensible. Déjà, à un moment donné, il met pas de meneur sur le terrain. Genre, je sais pas. Quand il perd de ballon. D'Anthony Edwards, là. Ça, c'est un choix. Oui, toi, mais que des détails comme ça. Par exemple, je te donne un exemple. Bilal, il joue presque pas du tout de la compétition. Et parce que c'est les Ricains, il joue. Je dis pas qu'il doit pas jouer. Encore une fois, si je te parle juste on avait mis un roster, entre guillemets, le 5 majeur, tac et tout, qui avait changé un peu en quart de finale, mais ça marchait. Bah, en fait, pourquoi tu continues pas? Je dis pas que Bilal, encore une fois. Il a fait son match en plus, Bilal. Bah oui, il a fait son match, mais c'est pour ça que je te dis. Ouais. Mais il a tout changé. Et nous, on était comme ça. Je me rappelle avec Franck, on se regardait, on se fait, mais qu'est-ce qu'il fait? On comprenait pas. Parce qu'en fait, ça a pas bouleversé tout le monde, mais c'était en mode genre, on se regardait, genre. Et même comme ça, on les regarde dans les yeux, tu vois. Donc on se dit, si on avait fait un meilleur match, on était mieux tactiquement aussi, on aurait pu les prendre. Et c'est pour ça que tu vois la frustration de Victor, de Rudy, même Rudy était frustré à la fin du match parce qu'il n'a pas beaucoup joué ou parce que voilà. Mais au final, on fait quand même des super JO et je pense que ce scénario-là, je pense que c'est le meilleur pour les films, pour un bon film, tu vois. Parce que si tout va bien, c'est cool, mais bon, là, t'es en difficulté, tu reviens, c'est beau. Parle-nous de la fin de match et du coup de chaud de Steph Curry. Oh purée. De le voir parce que je dis courtside. Il était courtside. Il était assis à côté de Melo. Mais ouais, c'est. Après, je pense qu'on fait des erreurs défensives parce que je pense qu'à ce moment-là, il faut switcher. Il faut pas. Parce qu'on fait des. Bref. Et en fait, ça a commencé déjà en demi-finale, où il commence à prendre feu. Et puis là, en fait, il a trouvé son rythme. Mais de le voir en vrai, c'est incroyable. Après, c'est pour ça que c'est une légende, c'est pour ça qu'il est au plus haut dans les légendes du basket, surtout en NBA, mais... Même toi, c'est apparu à un moment, nous, en tant que fans, on est tous là à se dire... Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont regardé, qui avaient la haine contre lui. Moi, pourquoi tu vas avoir la haine du basket? Les gens qui ne sont pas du basket, moi, mon frère, il m'a dit, qu'est-ce qu'il fait l'autre faire ça, il se la raconte, j'ai envie de tarter. Je fais, tous les Français, on respecte Steph Curry. Moi, il nous a offert un moment suspendu dans le temps. En fait, ça, c'est des trucs que j'aime pas. Mais c'est des gens qui sont pas du basket. Non, moi, excuse-moi. Vas-y. Quand je dis que j'aime pas, c'est toutes les célébrations. Je supporte pas ça parce que tu fais ça quand tu sais que t'as gagné. Mais moi, c'est surtout le courtside des Ricains. Mélo, là, ils m'ont insupporté. J'aurais bien jeté un caillou. Mais sinon, Steph Curry, pour le coup, j'étais là, basket, quoi. Ok, j'ai assisté à un moment de légende. C'est iconique tout ce qu'il a fait. Là, il a montré, c'est moi. Il y avait, en plus, le pire, c'est que t'as LeBron et KD qui est avec lui, mais c'est Steph qui prend les derniers shoots. Donc, ça montre juste toute la légende que c'est. Mais moi, quand je parle de célébration, c'est pas que Steph, hein, c'est tout le monde. Genre les gars qui arrivent, qui font des petits, des trucs. Moi, ça m'insupporte. À l'époque, tu faisais ça, mais t'étais
par terre. Il y a un mec, un William Grady, qui arrivait, qui te défonçait. Bien sûr. Même Amara, va faire ça, Amara, vas-y. Prochain écran là-bas. Tu sais que tu vas prendre t'auras une petite coup de cassé, hein, je te le dis. J'exagère quand je dis ça, mais... C'est vrai. Mais en fait, les gens ils copient ça, donc la nouvelle génération sur chaque action, ils se font défoncer de 20 points, les gars ils vont faire des trucs comme ça, tu vois, genre moi c'est des trucs qui me fatiguent dans le basket moderne, on va dire, mais bon. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tu as parlé de tes meilleurs souvenirs, mais est-ce qu'en termes d'émotion, les JO à Paris, médaille d'argent, finale contre Team USA, c'est un climax de carrière. C'est fou. Clairement, parce que moi je peux dire que l'équipe de France m'a fait aussi ma carrière, clairement, tu vois. Moi je suis dans un entre guillemets petit club. Si on parle de noms qu'il y a autour de moi et en face de moi, je suis qui moi, franchement? Moi je joue à Gran Canaria c'est un bon club, mais c'est pas couleur des Lakers presque, hein, jaune. C'est la mer aussi, c'est pas Madrid, c'est pas Golden State, tu vois, je veux dire. Donc moi je me sentis privilégié par rapport à ça, et comme j'ai dit, chaque sélection m'ont permis de dire aussi ok, j'ai le niveau, et ça c'est cool d'avoir des rappels comme ça qui te donnent confiance aussi, qui te donnent des certitudes. Bon, on a fait le grand tour de cette équipe de France, et comme tu l'as dit, c'est un grand pan de ta carrière. Maintenant, je voudrais qu'on ouvre un autre pan de ta carrière, c'est l'Espagne. Ouais. L'Espagne, ça va être une terre d'accueil pour toi. Tu nous as toujours dit que l'Espagne, t'étais considéré en Espagne comme tu n'avais jamais été considéré ailleurs. Ouais, clairement. Moi, je me rappelle, quand je signais à Andorre, j'ai reçu tellement de messages de gens sur des commentaires qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, je vais à Andorre, ils viennent de monter, mais c'est pas du tout pour ça. je sais. Ils viennent juste de monter, voilà, cette petite équipe, je comprends pas, blabla. Moi je me suis dit, je suis dans un projet où je vais être en Espagne, me montrer, et puis après essayer de monter plus haut sur des équipes espagnoles. C'était mon but. Moi, de base, c'était plus des équipes comme Valence, Malaga qui jouaient l'Eurocup, mais top, qui étaient joués pour jouer les finales et tout, tu vois. Donc c'était de base ça. Après, si je pouvais toucher à Baskonia, Madrid ou Barça, je prends. Tu vois. Et je fais 3 ans en Andorre, incroyable, où j'apprends la culture espagnole, mon jeu évolue, et c'est là aussi qu'il y a l'intégration en équipe de France aussi en même temps, tu vois. Donc je sentais que ma carrière commençait vraiment à décoller comme je voulais. Et puis après, je signe une année au Zénith, en Euroleague. Avant qu'on revienne là-dessus, parce que c'est hyper intéressant, j'aimerais que tu dises peut-être aux gens qui regardent très peu de basket espagnol, quelles sont les grandes différences entre ce qu'on peut voir nous, en Pro A et ce qui se passe en Liga? On va dire que c'est un jeu plus intelligent, sans manquer de respect au championnat français, et moins physique par contre. Donc, mais ils vont compenser leur manque de physique par du malice, des petits trucs qui vont essayer voilà, ils vont faire des systèmes beaucoup plus tactiques, voilà. Du mouvement, voilà, c'est du jeu plus rapide, peut-être plus rapide parce que maintenant le jeu c'est moderne et c'est beaucoup accéléré, mais beaucoup plus porté vers l'attaque aussi. Ouais, aussi, mais je dis à chaque fois, les équipes françaises, quand ils jouent une équipe espagnole, ils arrivent toujours à les faire chier, tu vois. Mais ils gagnent pas. Ils peuvent gagner un match, mais dans l'ensemble, les équipes espagnoles sont plutôt dominantes, tu vois. Mm-hmm. Mais ouais, c'est plus ce côté-là un peu. Maintenant, en plus, vu que le jeu il devient beaucoup plus moderne et tout, les équipes espagnoles deviennent beaucoup plus physiques aussi, tu vois. Donc, ils sont en train de rattraper leur retard. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un wagon. Et ils avaient des wagons comme le Barça à Madrid à l'époque, même Unicara même à l'époque, Malaga, Victoria, qui fait que en fait les équipes derrière, s'ils veulent être là, il faut qu'ils montent. Donc les équipes ils sont devenus un peu plus physiques et tout le monde montait avec ça. Donc tu avais des équipes comme Gran Canaria qui étaient un peu en dessous de ça, mais ils arrivent finale d'Eurocup 2 fois parce que le standing de la CB était très haut. En France, il n'y avait pas ça. Maintenant, avec Monaco, Paris et Asvel, tu vois que le championnat, ça monte. Bourg, il monte. Et donc là, ça va entraîner les entre guillemets petites équipes à grandir aussi. Donc ça, je pense que chaque championnat a besoin de wagons comme ça qui sont un peu dominants pour que les équipes derrière essayent de les décrocher. Ok. C'est mon avis. Mais non, c'est intéressant. Moi, justement, on parle. T'as fait quasiment 10 ans en Espagne. T'as fait 10 ans en Espagne. On parle souvent de
nous, les frustrations qu'on a parfois sur notre formation, chez les joueurs, le championnat, où des fois on trouve que c'est des baskets un peu trop stéréotypés, peut-être trop physiques, on va chercher des profils d'abord athlètes avant de basketteurs, et on a l'impression qu'en Espagne, je le dis toujours, on prend des basketteurs, on en fait des athlètes, et en France, on essaie plutôt des fois de prendre des athlètes pour en faire des basketteurs. Est-ce que toi qui as vécu les deux cultures, comment tu vois une différence entre les deux? Bon, on va dire que la formation espagnole est beaucoup plus basket. Je m'explique. De toute façon, quand tu vois les sélections jeunes, ils sont pas plus physiques, mais pourquoi ils arrivent à défoncer les Français à chaque fois en jeunes? Filles et garçons. Hein. Les filles un peu moins, on va dire un peu moins. Ça dépend des générations, mais par exemple là, les U20, ils ont perdu contre l'Espagne pour la médaille de bronze, si je dis pas de bêtises. Ça surprend tout le temps encore. C'est pourquoi, comment ça se fait? Parce que eux, ils ont plus du basket, on va dire. Et encore, à ce moment-là, le côté physique, il n'est pas assez dominant pour que tu écrases une équipe qui est un peu plus basket. Donc les Espagnols, sachant qu'aussi physiquement ils sont là aussi, bah ils arrivent à te faire déjouer parce que eux ils sont pas très forts en 3 points, on va les laisser, on va fermer la raquette, shooter, allez-y, balancez. Ils sont beaucoup plus dans le tactique, ils sentent beaucoup plus le jeu. Et en France, on ne cherche que des athlètes, que des animaux. Non, j'exagère quand je dis ça, mais on a des énormes prospects, des joueurs talentueux, et ce que par exemple l'Espagne il manque, et tu le vois dans l'équipe espagnole actuellement. Ouais. Ils sont en souffrance parce qu'ils n'ont plus personne. Il y a plus de prodiges ou de génération dorée comme il y avait à l'époque. Et donc l'Espagne ils vont souffrir. Ce que nous, c'est tout le contraire. Nous, avec tout ce qu'on a, on sort, mais on a vécu tellement incroyable. Et sur la formation, si on pouvait mettre un peu plus de basket, je parle d'intelligence de basket, il n'y a pas que forcément savoir tirer, dunker. Tu parles pas des skills, là. Ouais, intelligence du jeu. De comprendre. Faire du 5-5. Aujourd'hui, on voit que des gens, filles, garçons, s'entraîner tout seuls. Alors oui, les 5h du mat, tu t'entraînes avec des important, faut le dire. C'est important. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et LeBron, il le disait aussi, c'est qu'il disait. Il disait, tu fais tes workouts, mais va faire du pick-up. Faire du pick-up. Faire du 5-5, c'est quand même la base. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si tu t'entraînes tout seul avec un défenseur, voire même sans défenseur, mais après, dans le 5-5 tout terrain, les aides, les lectures et tout ça, c'est là, en fait, que tu apprends vraiment. C'est clair. Et pour moi, ça, c'est problématique, parce que quand tu arrives, tu vois pas les aides et tout, parce que c'est pas quand t'as jamais appris, mais que t'as pas ce truc-là, c'est problématique en jeune, tu vois. Et après, quand tu arrives en pro, dans le niveau plus haut, il y en a beaucoup qui échouent, malheureusement, alors qu'ils ont des qualités incroyables. Donc, ouais, c'est un débat, on va dire, sans fin, mais on a la chance d'avoir quand même des athlètes incroyables, et si on arrive à les polir d'une meilleure façon, je pense qu'on peut vraiment arriver à dominer en vrai le monde en vrai, parce que on a vraiment les mêmes capacités plus ou moins que les États-Unis. Alors, une génération, c'est n'importe quoi. Moi, je le dis. Quand je vois l'équipe là qu'ils ont présentée aux fenêtres pour le mois d'août là, c'était n'importe quoi. Moi, j'arrive, je regarde, je fais. Qu'est-ce que je vais faire là, moi? C'est ce que je veux dire. Mais je suis objectif par rapport à ça. Mais ouais, pour moi, c'est un vrai problème quand même. Tu as commencé à parler de cette année à Saint-Pétersbourg. T'as dit quoi? Tu as commencé à parler de ton année en Russie. Ouais. Donc c'est ta seule année en Euroleague. En Euroleague, ouais. Tu considères que c'est l'échec de ta carrière, cette année au Zénith? Non, parce que... C'est Xavi Pascual qui coachait? Ouais, non, il arrivait après. C'était Johan Plaza. Et c'était une belle expérience, sincèrement. J'ai vraiment kiffé mon année au Zénith. Je pense qu'on n'était pas forcément prêt pour l'Euroleague, parce que c'était une nouvelle équipe, par leur argent, et arrivé en Euroleague. Et j'aurais préféré avoir Pascual dès le départ, parce que lui, il nous a mis des routines, des trucs qui fait que on l'a performé après. Mais pendant le passage de Plaza, il y avait des mecs en manque de confiance, il y avait des mecs qui aimaient pas forcément la façon qu'on jouait, donc on n'avait pas une équipe en confiance. Et dès que Pascual est arrivé, il a changé, je me rappellerai toujours. Le premier entraînement, il a vu l'entraînement, il a arrêté, il a dit hey, what are you doing? C'est what is that? You cannot run 20 minutes full court non-stop. Ok, il a fait un entraînement derrière.
On a fait que courir. On a même pas touché le ballon. Parce qu'il a vu que les mecs n'étaient pas en forme ou quoi, des trucs comme ça. Et en fait, tu vois que ça a changé la dynamique de l'équipe. Et là, on a commencé à gagner, que ce soit en championnat russe et en Euroleague, tu vois. On a gagné quelques matchs. Mais ça a vraiment changé. Après, malheureusement, Covid. Et ça a un peu stoppé, parce que moi, je montais aussi en puissance. Et ça a un peu arrêté, on va dire, peut-être une éventualité carrière en Euroleague. Mais après, comme je dis, moi, je suis content de ce que j'ai fait aussi. Où j'ai atterri Gran Canaria parce que ça a aussi changé toute ma vie aussi t'as pas de regrets pas du tout, j'ai vraiment à tous les niveaux. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Andrew, on arrive un peu à la fin de cette interview. La première question que j'ai envie de me poser, c'est que t'as 2 enfants aujourd'hui, t'as un garçon et une fille, c'est ça. Matteo, il est de quelle origine? Quelle origine? C'est quoi son passeport? Il est français? Non. Il est espagnol? Il a joué. Il a tout. Et pour quel pays il va jouer? C'est la seule question. Pour quel pays il va jouer? Il est tout, on s'en fiche. Matteo, il a joué quoi, Matteo Albissi? Déjà, je veux voir s'il va jouer au basket. Déjà. Il va faire la Gold Cup pour la Martinegro, on va rien comprendre, mon frère. Il va faire les tours des yoles. J'espère. Non, en vrai, je sais pas, c'est lui qui va décider. En vrai, moi, j'ai pas. Il a les 3 passeports? 2. 2, espagnol et français. Mais il va décider. Je suis pas dans ça, moi. S'il pense qu'il a plus de chances de jouer en équipe d'Espagne, bah va en Espagne. Si tu penses que tu veux représenter la France. Donc t'imagines ton fils il perce dans le basket avec un passeport espagnol, tu vas aller supporter l'Espagne? Il supportera son fils. Oui, ça va, Bah oui, clairement. Mais moi je suis là, oui. Clairement, tu vois, mais après c'est comme ça. Puis c'est une belle rivalité en vrai, tu vois. Donc c'est marrant en vrai que. Élève-le comme avec du bleu blanc rouge, faut pas déconner. Élève-le avec du bleu blanc rouge. Ouais, mais pas regarde, par exemple là. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde, hop, il a rien entendu. Mais toi, par exemple, pour l'instant, il a toujours vécu en Espagne. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça va lui faire du bien, Limoges. Ça va lui faire du bien, il va parler français. On en parle avec ma femme. Pour elle, ça peut être un bel avantage pour eux aussi de vraiment avoir la culture française. Bien sûr. Donc il aura les deux. Et puis, au moment venu, s'il fait du basket, il choisira. T'as 36 ans, Andrew, tu reviens en France, tu as signé 2+1, c'est ça 1+1 2 ans, mais avec... 1+1. Comment tu te vois jouer encore combien de temps? Sincèrement, je pense 4 ans. Ouais. Tu vas attendre les 40 sur le terrain? Pourquoi pas? Quel point là. Je me sens bien physiquement. Après, oui, j'aurai un rôle différent année après année, ça c'est sûr. Et ça, c'est le problème de beaucoup de joueurs aussi qui ont du mal à que leur rôle change par rapport à leur niveau, leur vieillesse, voilà, leur corps. Mais ça, c'est un truc. Tant que mon corps il peut, bah, je jouerai et je prendrai plaisir parce que je suis toujours passionné, j'ai toujours envie de jouer au basket et ça, je pense que ça bougera pas beaucoup. Donc si mon corps il dit pas non, je continue. Est-ce que tu vas relancer ta carrière de 3-3? Parce que je me souviens qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de mais ça, c'est 5-5, c'était il y a longtemps. Ça, c'est pour l'équipe de France aussi. Bien sûr. Que mine de rien, je me souviens, alors je sais plus, c'était pour Tokyo, je pense. Où tu faisais les qualifs, etc. C'est pas les qualifs, j'avais fait avec Open de France, c'était? C'est Open de France avec Amara. Il y avait Amara, Géry, Bousselé et Bandassi. On avait fait une équipe et on avait gagné un tournoi. Et moi j'avais vraiment kiffé ce mode de jeu, mais après maintenant c'est super développé et puis vraiment c'est trop impactant sur ton corps. C'est ce que j'allais dire, c'est une violence le 3-3. Je pense que j'ai passé un âge où je peux plus. Là, je fais ça. Après, tu me dis retourner en 5-5, mais mon corps, tout l'été, il est déjà bousillé. Donc, pour après assumer une saison 5-5, c'est compliqué. Mais tu te voyais qu'à un moment donné embrasser le 3-3 pour faire les JO. Si l'équipe de France, si tu reviens pour l'équipe de France, c'est ce que tu aurais fait. Je pense que j'aurais essayé de mettre une pièce dessus, quoi. Ouais, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Parce que un joueur de 3-3 dans l'élite, enfin dans l'équipe de France de 3-3 qui joue dans l'élite, c'est pas une mauvaise idée peut-être. Non. Ah bon, t'en connais beaucoup toi en première division? Je ne connais pas beaucoup moi. Cavalier. Bon, mais ils l'ont pas gardé. Léo parce que lui il pouvait pas ou parce qu'il a pas voulu. Mais sinon, je crois qu'ils l'ont pas poussé. Il a fait la Coupe du Monde. Il voulait. Il a fait la Coupe du Monde. Si, il a fait la Coupe du Monde. Il a pas fait une Coupe du Monde ou Non, parce qu'on en a commenté beaucoup. Eto, il a fait. Antoine l'a fait. Antoine, il est plus dans l'élite. Là, il est plus. Mais il a fait. Notre gars du Soulier, quand même, de quand même. Notre gars de Soulier, il a fait. Mon gars sûr. De Soulier, il a fait. Il y avait après, si tu parles Pro B, ça bon, c'est Non, bah non. On parle de l'élite.
Élite 2, c'est ça? Bref. Bon, en tout cas, Andrew, on est content de t'avoir eu. Bah, moi aussi. On est content de te voir revenir en France aussi. Donc, pour tous ceux qui aiment le basket français et qui veulent voir Andrew Olbici, ça se passe à Beaublanc un week-end sur deux. Sinon, ça se passe dans toutes les salles de France. Andrew, on est content. C'était bien de faire un petit point. On l'a fait 15 fois cette interview depuis qu'on se connaît autour d'un repas. Là, on le fait pour les gens aussi qui peuvent découvrir. C'était cool de t'avoir, Andrew. Bah, un grand merci pour On te retrouve dès septembre, donc avec le maillot du CSP Limoges. ça. Incroyable. En tout en vert. On n'est pas deux à Saint-Pétersbourg. Moi, je suis venu quand même à Grande Canaria. Toi, t'es pas venu à Grande Canaria. On va bien manger à Limoges. On va bien manger à Limoges. Et pourquoi pas. Bon, merci, mon Drew. Merci, Andrew. Allez, à bientôt.